Pour faire une petite introduction en attendant, Judith, donc aujourd'hui on a donc 2 présentations. Donc côté UME, c'est Romulus qui va nous parler de modélisation de vaccins, non, Romulus? Non, Je me trompe. Tu vois, j'ai fait de mémoire et je me suis trompée. Bref, de modélisation, ça c'est sûr. Voilà, mais il nous racontera. Et côté mesure, c'est un duo aujourd'hui de Quentin et Léo que vous voyez à l'écran. Voilà. Et qui vont présenter un projet qu'on fait en fait en groupe à l'échelle de tout le labo. Voilà. Le télétravail et ses impacts sur la santé à moyen et à long terme. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme a dit Laura, aujourd'hui avec Léo, on va vous présenter le projet d'équipe sur lequel on travaille au Labo Mesure au CNAM, qui est donc sur la relation entre le télétravail et la santé. Et comme vous allez voir, c'est pas si simple que ce qu'on pourrait penser. Donc du coup, en fait, le contexte derrière ce projet, c'est que dans les années récentes, je pense que ça ne choquera personne, il y a eu une augmentation du télétravail. Donc à droite, on a des statistiques d'Eurostatistiques qui montrent le nombre de personnes, enfin la proportion de personnes employées qui font du télétravail. Et donc en fait, pendant Covid, il y a eu vraiment une augmentation de la fréquence de télétravail. Et du coup, on peut se poser la question de quel impact ça a sur la santé. Maintenant que c'est devenu quelque chose de très commun, logiquement, on peut se poser cette question. Donc, entre télétravail et risque infectieux, c'est un petit peu facile parce que la raison pour laquelle ça a augmenté, c'est parce qu'on a eu toutes ces mesures de santé publique qui ont été mises en place pendant Covid, de dire on réduit les contacts, donc on demande aux gens de faire du télétravail parce que du coup, ils vont pas voir leurs collègues en face à face, donc ça réduit les contacts, donc il y a moins de transmission. Donc finalement, plus de télétravail égale moins d'infections. Donc pour le risque infectieux, c'est plutôt carré. Donc, la subtilité, c'est que la santé, c'est pas que le risque infectieux. La santé, en fait, il y a 2 éléments, il y a le risque infectieux et le risque non infectieux. Et donc, autant le lien entre télétravail et risque infectieux, comme je vous ai dit, c'est un petit peu, on comprend dans quel sens ça va. Et pour le lien entre télétravail et risque de maladie non transmissible, ou donc MNT, l'abréviation qu'on va utiliser pendant toute la présentation, c'est un petit peu flou. Et donc, la question, c'est plus de télétravail par rapport au risque de MNT. Qu'est-ce que ça représente finalement? Du coup, pour investiguer cette question, on a cherché à mieux comprendre donc, la relation exposition-réponse. Donc les relations exposition-réponse, je vous en ai imaginé une factice en dessous, donc entre le télétravail et la santé. Et donc nos sous-objectifs étaient donc tout d'abord d'identifier donc les relations exposition-réponse qui pouvaient quantifier la relation entre la fréquence ou la dose de télétravail et le risque de maladie non transmissible. Et donc, par maladie non transmissible, on entend tout ce qui a en lien avec la santé physique ou mentale. Et ensuite, donc, on a voulu explorer comment ces formes de relations exposition-réponse pouvaient moduler l'impact du télétravail sur la santé. Et donc, tout ça en prenant en compte le risque infectieux dans le modèle. Donc tout d'abord, on a fait une revue rapide de la littérature. Donc nos principaux critères d'inclusion étaient donc d'avoir des articles scientifiques. Il fallait aussi que l'exposition soit catégorisée donc, chez les travailleurs par au moins 2 niveaux donc, de télétravail. Donc 2 niveaux en plus du niveau 0, donc pas de télétravail. Et il fallait donc que les relations exposition-réponse soient significatives quand elles ont été calculées. Et au niveau donc de l'extraction des données des études choisies, donc on a récupéré tout ce qui était donc les informations classiques, donc le cas spatio-temporel, le type de population et d'études. Ce qui nous intéressait beaucoup plus, c'était comment était caractérisée l'exposition au télétravail et quelles issues de santé étaient considérées en termes de maladies non transmissibles, donc santé mentale, santé physique. Et on a aussi relevé donc pour les formes de relations exposition-réponse. Donc ça, c'était dans le but donc de donner au modèle des données. Donc ici, je vous ai mis un exemple. Donc là, sur la santé mentale de l'étude qu'on a choisi de considérer. En tout, on a trouvé 3 études qui respectaient les critères d'inclusion.
Et donc, comme vous voyez ici, on a donc extrait toutes les données qui nous intéressaient, dont celle qui nous intéresse tout particulièrement pour le modèle, la forme de la courbe relation dose-réponse. À travers nos 3 études, on a donc on a pu voir qu'il existait 4 formes de courbes. Donc les courbes en U, les courbes en U inversé, les courbes croissantes et décroissantes. Donc toutes ces courbes exprimaient bien la relation de télétravail à au moins 2 niveaux et en fonction d'une maladie non transmissible. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc au niveau de la santé mentale, on a eu des relations exposition-réponse qui étaient significatives pour plusieurs symptômes, donc les symptômes dépressifs, l'impression de travail utile, le conflit famille-travail et la satisfaction au travail. Je vous ai mis entre parenthèses les formes de courbes qui étaient associées à chacun de ces outcomes. Au niveau des TMS, il y avait une relation significative pour les douleurs lombaires et pour les risques comportementaux, pour l'abus d'alcool, l'inactivité physique, la consommation de tabac et le score d'Eddington. Le score d'Eddington, donc c'est un score assez spécifique qui prend en compte plusieurs risques de mortalité, dont je vous ai mis quelques exemples en dessous. Voilà, donc à l'issue de cette littérature, on a trouvé qu'elle était quand même assez peu fournie. On n'avait que 3 études déjà qui respectaient ces critères, enfin nos critères d'inclusion. On a vu qu'il y avait une grande diversité dans les outcomes à travers les 3 études. On avait 3 types de risques très différents et notamment dans leurs mesures. On va pouvoir avoir des diagnostics cliniques, notamment sur les douleurs lombaires, par exemple, donc qui sont assez objectifs, versus pour la santé mentale, par exemple, des statements, des issues de santé qui étaient faites d'un point de vue déclaratif. Les relations exposition, la caractérisation des expositions était aussi très différente à travers les études. Elles étaient différentes, enfin spécifiques à chaque étude, donc ils pouvaient caractériser l'exposition au télétravail en jours par semaine, en heures par jour, et même pas forcément avec les mêmes intervalles, les mêmes seuils. Et même le contexte général des études en fait était très hétérogène, donc il y en a certaines qui regardent des effets sanitaires lors du Covid-19, d'autres non, d'autres qui avaient été faites avant. Et toutes ces études, vu qu'elles s'intéressent au télétravail, elles s'intéressent à des populations de travailleurs qui sont une population assez spécifique et qui sont donc pas non plus exactement les mêmes selon les études. Et au niveau de troubles musculo-squelettiques, la seule étude qu'on a retrouvée n'était pas une étude longitudinale, donc c'était une étude de 4 témoins, donc avec une faible qualité des preuves, notamment sur la relation temporelle entre l'exposition et l'issue de santé. Voilà, donc en fait, comme a dit Léo, finalement, ça veut dire que ce lien entre fréquence de télétravail et risque non infectieux, eh ben, il n'est pas clair du tout. Et donc, du coup, ça se représente vraiment par ces idées de courbes qu'on a pu trouver, qui sont vraiment des formes de courbes totalement différentes. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, ça serait quoi la conséquence d'avoir une forme de courbe plutôt qu'une autre par rapport à ce risque-là et par rapport à une fréquence de télétravail qu'on implémenterait. Et donc, ce qu'on a voulu faire pour rassembler un petit peu tout ça, c'est donc construire un modèle compartimental qui prenait à la fois en compte le risque infectieux et le risque non infectieux. Donc, notre modèle ici, il a été conçu pour représenter la population d'employés d'une entreprise de taille moyenne. Voilà, et donc c'est un modèle qui est basé plutôt sur une maladie transmissible de type Covid. Donc, vous voyez sur l'axe horizontal, donc on passe à travers tous les états par rapport à la maladie infectieuse, donc susceptible, exposé, infecté et donc infectieux, et ensuite recovered, donc guéri. Donc ça, c'est sur l'axe horizontal. Et par contre, vous voyez l'axe vertical, la transition entre les compartiments blancs et les compartiments gris, c'est ce risque de maladie non transmissible. Voilà, et donc ça, c'est ce qui est paramétré par les courbes dont on a parlé juste avant. Donc, pour entrer un petit peu plus en détail dans la manière dont on a pris en compte les différents risques, donc le risque infectieux et non infectieux dans ce modèle-là pour que ça soit un petit peu cohérent. Donc ici, pour rappel, l'idée, c'est de représenter les employés d'une entreprise pendant donc une vague épidémique d'une maladie type Covid. Et donc, si on réfléchit à la manière dont les employés d'une entreprise peuvent être infectés par cette maladie pendant une vague épidémique, en fait, il y a 3 types de journées qu'ils peuvent avoir par semaine, ces employés-là. Donc, tout d'abord, ils peuvent avoir des journées qui sont sur le lieu de travail, ensuite des journées de télétravail et enfin des journées où ils ne travaillent pas.
voilà, on considère que les personnes dans le modèle ont le droit à du repos et donc ne travaillent pas 7 jours sur 7. Donc en fait, concrètement, ce que ça représente ça, donc tout d'abord pour le risque infectieux sur le lieu de travail, donc à gauche, en fait ça découle directement de notre modèle parce que le risque qu'en tant qu'employé, on soit infecté sur notre lieu de travail, bah, ça va dépendre du nombre de collègues qu'on a qui sont aussi sur le lieu de travail et qui sont infectés. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail des équations ici, mais c'est la logique de modèle compartimental, donc ça découle directement des équations du modèle. Donc ça, c'est pour le risque d'infection en jour de travail sur le lieu de travail en présentiel. Ensuite, l'autre force d'infection qui est importante, c'est ce risque en dehors du lieu de travail. Donc, par exemple, le risque ici qui est marqué lambda C pour le week-end. Donc ça, la manière dont on paramètre ça, ouais, merci, c'est en fait, on suppose qu'il y a donc une vague épidémique en cours dans la communauté. Et donc, cette vague, on la paramétrise comme ça avec juste une courbe typique de force d'infection. Et donc, à chaque pas de temps, les individus dans notre modèle vont être sujets à ce risque d'infection parce que ils vont avoir des contacts avec des personnes donc en dehors de l'entreprise, en allant faire des courses, en voyant leurs amis, etc. Donc ça, c'est le lambda C. Et ensuite, le dernier élément, c'est donc le lambda de télétravail. Et on voit que ça, en fait, on considère que c'est une fraction du lambda C parce qu'en journée de télétravail, ce qu'on considère, c'est que les individus donc, sont chez eux et donc n'ont pas des contacts avec leurs collègues, donc ce n'est pas lambda W. Par contre, ce qu'ils peuvent avoir, c'est une petite fraction de contact un peu similaire à ce qu'ils ont les week-ends, c'est-à-dire ils peuvent éventuellement peut-être aller faire quelques courses, peut-être voir quelques amis, mais donc à une fréquence plus faible par rapport à... alors Romus, tu as partagé ton écran, du coup, on voit plus notre présentation. Ah, je vais embêter. Je peux repartager, mais du coup, ça devrait Ouais, j'y apparaître. retourne. Merci. Alors. Je reclique sur Désolé. Diapo. Ouais, pas de Je crois que souci. ça va recommencer au début. Ah non, c'est bon. Ok, nickel. Bim, bam, boum. Voilà, ok, donc on en était là. Donc pour le risque infectieux, voilà, donc je vous ai expliqué les différents éléments. Pour le risque non infectieux, en fait, ce qu'on a pu faire, c'est à partir des études dont Léo parlait tout à l'heure, en fait, on peut tirer des risques relatifs. Donc chacune de ces études, elle présente donc différentes formes de courbes. Elle présente un risque baseline, donc un taux d'incidence de base pour les différentes maladies non transmissibles. Et donc, ça nous permet en fait de convertir ces courbes en risques relatifs. Donc, c'est exactement ce que vous voyez sur la droite. Vous voyez, en fait, c'est des risques relatifs de développer une maladie non transmissible en fonction du temps de travail, donc en proportion ici. Donc, si c'est 0, ça veut dire que c'est 0 jours de télétravail par semaine. Si c'est 1, ça veut dire que c'est 100% de télétravail, donc 5 jours de télétravail par semaine. Et là, vous retrouvez les formes de courbes dont Léo parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le linear increasing, decreasing, le U-shape et le inverse U-shape. Voilà, donc là, ici, c'est calibré sur les différents paramètres qu'on a pu tirer de ces études-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas évidemment des U parfaits et ultra droits, mais c'est les données qu'on a pu tirer de ces études. Donc après, tout ce qui nous reste à faire, c'est de choisir donc, un taux d'incidence de ces maladies non transmissibles de base, et donc après, ça permet de calibrer le modèle. Voilà, c'est bon, tu pouvais passer là-dessus. Merci. Donc, à quoi ça ressemble donc, cette sortie de modélisation? D'un point de vue risque infectieux, encore une fois, c'est assez admis. Si vous avez déjà eu l'occasion d'étudier un petit peu ça, c'est pas très surprenant dans le sens où plus de télétravail va donner lieu à une incidence réduite de maladies infectieuses. Donc, c'est ce que le graphique ici illustre. Donc, tout à gauche, vous avez une proportion de télétravail égale à 0. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est vraiment des courbes de dynamique épidémique assez standards. On va voir une vague d'infection parmi les employés. Et donc, à la fin, on se retrouve avec ici à peu près 3500 sur les 5000 employés qui ont été infectés au bout de 90 jours. Et en fait, plus on va avoir une fréquence de télétravail élevée, et du coup, plus le risque infectieux va diminuer jusqu'à une fréquence de télétravail de 1. Et on voit que là, on a vraiment une courbe qui est négligée. On a toujours des employés qui éventuellement vont être infectés parce qu'ils vont être infectés en dehors de leur lieu de travail, mais on a vraiment eu un fort impact sur le risque infectieux. Et du coup, pour le risque de maladie non transmissible, ce risque, ça va dépendre donc de la courbe qu'on choisit. Donc en fait, là, à travers ces points, vous retrouvez un petit peu les mêmes courbes que je vous ai montrées sur la slide d'avant. Et donc encore une fois, tout ça, ça va varier en fonction de la proportion de télétravail. Donc ici, j'ai pris ces risques relatifs, j'ai choisi un risque baseline d'incidence que j'ai mis dans le modèle. Donc là, en l'occurrence, c'était le risque de douleur lombaire. C'est ça, Léo, il me semble? Oui. Lower back pain, ouais, c'est ça. Ouais, lower back pain. Voilà, et donc on a ça en baseline. Donc vous voyez à 0 tout à gauche, le modèle prédit qu'au bout des 90 jours, il y aurait environ 210 personnes qui pourraient donc éventuellement développer ce problème. Et donc ensuite, c'est modulé en fonction de la fréquence de télétravail
au cours du temps, l'incidence cumulée varie. Donc on a vraiment un modèle qui permet de capturer simultanément les risques infectieux et non infectieux en fonction de la fréquence de télétravail. Donc vraiment relier ces deux éléments-là de la santé pour vraiment avoir dans un seul modèle cette discussion de quel impact du télétravail sur la santé et pas juste sur un des deux risques. Donc ça, c'est ce qu'on a, et bien évidemment, on vous présente quelque chose qui est toujours en cours d'être finalisé, parce que sinon, ça serait pas drôle si on vous montrait quelque chose qui était déjà fini. Donc en fait, ensuite, les questions qu'on peut se poser derrière avec un modèle comme ça, c'est vraiment autour de l'impact, donc quelque chose autour de l'impact du télétravail en tant qu'intervention sanitaire, donc ce qui a pu être proposé pendant Covid. Et donc en fait, le modèle, ce qu'il nous permet de faire, c'est donc varier le jour d'implémentation du télétravail, par exemple, en plus de la fréquence. Et donc, d'un point de vue risque infectieux, c'est ce que le graphique ici représente. Encore une fois, c'est assez logique que plus vous allez mettre cette intervention de télétravail tardivement pendant la courbe épidémique, moins vous allez avoir d'impact. Okay, donc, en fait, plus vous mettez tard et plus votre incidence cumulée va être élevée. C'est exactement ce que le graphique représente ici. Mais donc, comme on l'a dit précédemment, par rapport aux risques non infectieux, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fonction des différentes courbes, on va avoir des risques, des incidences cumulées qui peuvent varier. Donc en fait, la question à laquelle on est en train de se poser là, c'est vraiment cette histoire de fréquence optimale de télétravail en fonction à la fois du risque infectieux et non infectieux. Est-ce qu'il vaut mieux mettre le télétravail dès que possible, ou bien est-ce qu'il y a vraiment cette notion de attention, ça peut augmenter l'incidence de maladies non transmissibles, et donc finalement, c'est pas si simple que de juste dire on met du télétravail tout le temps et on se pose pas de questions. Voilà. Voilà, donc on a plus ou moins vous a présenté tout ce qu'on avait fait, donc je vais faire une petite synthèse. Récemment, on a vu une augmentation assez importante de la fréquence du télétravail dans beaucoup de pays, notamment dans plus riches. La première partie de l'étude, donc la revue, a montré qu'il y avait une grande variété dans ces formes de courbes qui montrent le risque de maladies non transmissibles en fonction de l'intensité du télétravail. Et en incorporant ces données dans un modèle mathématique, donc on les a incorporées dans un modèle mathématique qui prenait en compte à la fois les maladies infectieuses et les maladies non infectieuses. Et donc, chez des employés, donc dans notre cas spécifique d'une entreprise, on va dire, de moyenne, on a montré qu'il pouvait y avoir différentes fréquences de télétravail optimales, mais aussi que la date du début de télétravail pouvait varier le risque de manière assez importante. Voilà, merci de votre attention. Et nous sommes disponibles pour toute question ou suggestion par rapport à ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des questions? Bon, nous, on ne va pas poser beaucoup de questions côté mesure parce que c'est un travail de groupe, encore une fois. Donc, en fait, on est tous co-auteurs en instance de ce travail. Donc, on vous le présente. Vous avez tous fait de la revue ensemble, c'est ça? Alors, on a partagé un peu, on a créé des groupes de travail. Il y en a qui ont travaillé sur la revue de littérature, sur la santé mentale, d'autres sur la revue de littérature sur les lombalgies, d'autres sur la modélisation mathématique. Enfin, voilà. Mais ouais. Ah, il y a Yosuke. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant et surtout, je pense que intégrer ce côté maladie non transmissible qui a été intégré, je pense que c'est très intéressant parce que comme ça, on a une approche holistique pour évaluer l'intervention de santé publique. Et je me demande, donc vous avez fait mini review. Qu'est-ce que c'est mini review? Je vais un peu connaître mieux ce que c'est. Merci. Rapid review. Ouais, c'est rapid review. En fait, c'est une revue qui est non exhaustive, donc on n'a pas une méthode. On a chacun fait nos revues avec des mots-clés quand même précis. Enfin, on avait fait une première partie de revue de littérature classique pour voir quels étaient un peu les outcomes de maladies non transmissibles qui pouvaient être intéressantes à étudier avec le télétravail. Et à partir de là, donc on avait des mots-clés, donc notamment sur la santé mentale et sur les troubles musculo-squelettiques, qui sont les deux outcomes principaux qui sont ressortis. Et après, donc c'est pas une revue systématique, mais voilà, c'est une revue qui nous permet d'avoir une bonne overview de
de la littérature sur ce sujet précis. Je crois qu'on on a débattu assez longuement justement sur le nom qu'on allait donner à cette revue, parce que voilà, selon les précisions méthodologiques de ce qu'on fait, pourrait rentrer dans le scope sous une scoping review ou d'autres termes. Voilà, donc nous, on pensait que le terme rapid review était celui qui se rapprochait le plus de ce qu'on a fait. D'accord. Si je peux, Oui. si je peux juste Ouais. compléter, Yosuke, c'est amusant que tu poses la question parce qu'on a eu des débats sans fin sur cette question-là entre nous, savoir ce qu'on était en train de faire. Est-ce que c'était une revue systématique, scoping, rapid, narrative, enfin bon bref, voilà quoi. En fait, il y en a des dizaines de sortes de reviews. Judith, ton micro est coupé, Judith, non? Oui, merci. Donc, ma question serait, est-ce que vous avez des recommandations par rapport à des études qu'il faut faire, hein, parce que visiblement, il y a des domaines où il n'y a pas vraiment beaucoup d'évidence. Est-ce que ça, voilà, c'est quelque chose qui peut être fait là facilement en permanence, puisqu'il y a pas mal de gens qui travaillent en télétravail. Et donc, du coup, ça me fait penser à autre chose, parce que là, vous avez des études, alors voilà, sur quelle durée est-ce que les gens étaient en télétravail? Et j'imagine qu'aujourd'hui, dans l'avenir, la question n'est plus tellement télétravail, oui, non, parce que je crois dès que les gens peuvent, ils font 1 ou 2 jours de télétravail. Je crois la grande décision en cas d'épidémie ou quelque chose, ça serait de faire 100% de télétravail. Et donc, est-ce que vous avez une estimation? Est-ce que vous avez eu des éléments qui vous permettent de vous prononcer là-dessus, à quel point la permanence du télétravail est un problème qui est encore plus grand que juste faire, voilà, on va dire 3 jours de télétravail par semaine. Merci. Déjà sur la première partie de la question, ouais, en fait le but même, enfin le but, un des objectifs aussi de cette étude, c'est de montrer quel genre d'études on a besoin pour en fait implémenter ce genre de modèle et pouvoir faire des études d'impact qui servent à quelque chose. Donc en fait c'est essentiellement justement ces formes de courbe relation exposition-réponse avec les maladies non transmissibles qui nous manquent essentiellement, enfin qui manquent en tout cas à la littérature scientifique. Ça et aussi les incidences, les mesures d'incidence pour là notamment pour les douleurs lombaires, santé mentale et tout ça. C'est assez compliqué d'avoir des mesures d'incidence qui sont fiables et encore plus compliqué qu'elles soient adaptées au contexte qu'on veut. Et par rapport à la question de la durée du télétravail et de voilà, est-ce que c'est 40% télétravail ou 60 ou 100? À quel point 100 est pire que les autres? Ouais, je sais Donc pas ça, quand c'est vraiment en fait la raison, c'est exactement en fait la question qu'on s'était posée pour Ouais. ça, c'est-à-dire vraiment on voulait regarder donc cet effet, cette espèce de courbe en fait, donc les relations exposition-réponse, pour justement débattre de ça et dire bah voilà, on sait que c'est un spectre qui va pas forcément être entre 0 et 100. Il y a d'autres fréquences de télétravail qui sont possibles. Donc après, en réalité, à quoi on serait je sais plus. Alors peut-être quelqu'un a le chiffre en tête, mais pendant Covid, j'ai quelque chose comme plutôt autour de 70% de télétravail en tête comme ça. Mais là, je sais plus du tout. Mais tout ça pour dire que non, en fait, c'est pas juste du binaire. Donc c'est pour ça qu'on s'est explicitement intéressé à cette question de comment le risque évolue en fonction de la fréquence et avec une fréquence qui va de 0 à 1 et pas juste 0 ou 1. Ouais, et pour répondre, enfin, si je peux compléter, si Judith, si tu veux savoir si 100% c'est forcément le pire, c'est pas forcément le cas, ça dépend de la forme de relation. Tu vois, quand c'est justement sur certains effets, sur certaines maladies non transmissibles, en fait, les études suggèrent que le pire, c'est les fréquences intermédiaires de télétravail. Donc ça va être Dépend, en fait. Ça dépend du problème de si on a des relations exposition-réponse qui vont être donc sur une courbe en U inversée, forcément, oui, bah là, Voilà. si on est au milieu, on va être en bas de la courbe, donc c'est là où on aura le plus de risques de maladies non transmissibles. Donc il y a ça, donc le 100% de télétravail, il va être bénéfique, par exemple, sur tous les outcomes de santé qui vont être plutôt linéaire decrease, avec un risque, si on parle d'un risque négatif.
Et voilà. Après, je pense qu'il y a aussi un autre gros paramètre qui est compliqué à prendre en compte et qui est lié à l'incidence, c'est que, et aussi à la sévérité de l'épidémie. Si on a une épidémie 10 fois plus meurtrière que le Covid, même si on a un risque de maladie non transmissible qui augmente avec le télétravail, c'est peut-être quand même une bonne chose d'avoir 100% de télétravail. Donc ça dépend des paramètres de base en fait. Mais du coup, c'est essentiellement ces paramètres qui manquent à la littérature aujourd'hui. Parce que le télétravail que vous avez inclus dans votre revue, la plupart des études, c'est du télétravail choisi. Ce n'est pas du télétravail imposé en situation épidémique. Non, c'est l'inverse. Il y avait des deux, mais il y en a une seule qui était en situation non épidémique, qui avait été faite en 2013, je crois, quelque chose comme ça. Les deux autres, c'était pendant le Covid, donc c'était en situation épidémique. Ok, merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Bon, merci Quentin et Léo. Et puis, on va peut-être passer la parole à Romulus. Je sais pas si... Du coup, c'est à moi de partager les diapos. Donc, je les ai ici. Et juste question, qu'est-ce que vous allez faire avec ce modèle dans la suite? Donc, vous allez mettre une permanence de veille ou... Donc en fait, c'était ce que je disais à la fin, d'utiliser un peu plus le fait que c'est un modèle dynamique et vraiment essayer de se poser des questions autour de fréquences et de jours d'implémentation du télétravail pour avoir vraiment une meilleure notion du lien entre télétravail et santé à différents moments en fonction des différents risques, etc. Donc ça, dans l'immédiat, c'est ça qu'on a. Et je pense qu'avec ça, on aura quand même un article qui sera déjà bien rempli avec toute la partie revue que Léo a expliqué. Donc, je pense que pour l'instant, on s'arrêtera là. Sauf s'il y a des suggestions parmi l'audience de choses intéressantes à regarder. Auquel cas, n'hésitez pas à le dire. C'est un travail en cours. Donc, je pense que tout le monde, on est tous contents d'avoir des suggestions et des avis sur ça. Ok, merci. Alors, donc, du coup, Romulus, est-ce que c'est bon pour toi? Tu me dis quand tu dois juste dire next, quand je dois changer de diapo. Moi, tout est bon. Je vais parler en anglais parce que j'ai un petit peu plus de diapos et en anglais, tout est plus court. Je pense que ça va être mieux. Est-ce que je peux avoir le... Can I have the next slide, please? Okay, so a little bit about the context. The problem is that we have diseases like HIV, HCV, other sexually transmitted infections that remain undiagnosed for years. And this means no treatment, morbidity, onward transmission. So how to increase the frequency of testing for these diseases? Currently, the two strong strategies are recommendations and targeted testing. And the problem with these two strategies is that recommendations are easily downplayed, so people know about them, but they don't take them really seriously. And second, targeted testing has its own limits as well, and you really have to be lucky to find a simple recipe for targeting testing. Next, please. Okay, so another strategy that has been around for a while is self-testing. And the self-testing starts in the 70s with the pregnancy self-test, which has been a tremendous success. So the idea is to introduce self-testing against infectious diseases, where individuals become responsible for their own health. So we have individuals that get tested when they have symptoms. 2, they suspect they might have caught a disease. 3, testing is mandatory or highly recommended, like
like the sanitary pass for COVID, you couldn't move around freely without being tested or vaccinated. If you want to make a blood donation, then testing is mandatory, and in case of hospitalizations as well. Then you have recommendations. When individuals follow recommendations, they will feel to get tested as well. Next, please. So what do we have currently? We have a home test for HIV, for example, HIV self-test that has been steadily gaining market since 2015. And it is I think starting with 2017, it was available in France as well. Then we also have self-sampling kits, where the individual takes the samples, the biological samples themselves. They fill in the kit, and then they send the kit to a lab. And the lab will just do the job of testing everything for a registration number, and then the result is returned to the sender without knowing who the sender is, but just based on that registration number. So the question that I'm trying to address today is, what testing frequency can be achieved with these tools? And my primary purpose is to tell you about a way of thinking about these self-testing tools, and the discussion is rather conceptual than specific. Next, please. Next slide. Okay, so the objectives is to try to have an idea of what would be the testing frequency that can be achieved with self-screening tools. Next. Okay. So an individual will seek testing with increasing risk of being infected, and it will have to deal with pros and cons of testing methods. And theoretically, we will refer to these pros and cons as perceived cost, and a pro will be a negative cost, will be a benefit, and the con will be a cost. Okay, so the individual has to evaluate himself all these costs and make a decision, and this kind of testing is different from testing based on symptoms or mandatory or highly recommending testing. So there is voluntary testing, which is a very distinct testing strategy. Next, please. Okay, I have to tell you a little bit about the reproduction number, just a very basic notion. It's the average number caused by an individual that has infection in the uninfected population. And there could be control interventions going on, and we call the number of secondary infections, we count the number of secondary infections by the reproduction number. Next, please. So for example, here you have a figure, R equals 2, one person infects two others, and so on and so forth. If R is bigger than 1, then we have an epidemic. If R is less than 1, then eventually the transmission chain will die out, and we don't have a long-term epidemic. Next, please. Okay, so what is the link between R and voluntary testing? In a mathematical model, R will depend on the frequency of testing.
And the larger the frequency of testing, the smaller R is going to be. So if R decreases with increasing the frequency of testing. So they go in opposite directions. Next, please. Okay, so the idea is to propose an epidemic model with two components. Well, an epidemiological model with two components. We will have an epidemic model that describes how the disease is transmission. Next. And the prevalence from this model will be fed into another model at the individual level, where many individuals take their decisions whether or not to test. So every individual makes its own decision. And then the sum of these decisions will give the testing rate, and the testing rate will influence the epidemiology. So this is the situation. Conceptually, we have two components. One is the epidemic model, and the other one is the decision process. With decision model, game theoretic model, and so on and so forth. We can call it many names. Next, please. I think. Yes, we have to take into account that the decision process can be quite complicated, and the individual has to take into account a lot of things. So there are lots of details about testing, such as reliability, price, accessibility, anonymity, aversion to the sampling process, and so on and so forth. So this has to be included in this part of the model, and all these things will be called costs. Next, please. Okay, so the epidemic model. The epidemic model can be something very complicated or something very easy. Here, I think it's interesting that the SIR model applies to HIV nowadays, where S is susceptible, I is infected, R is recovered. Obviously, in the case of HIV, R is not recovered. There are people that remain infected, they cannot transmit, and they cannot, well, under normal circumstances, they cannot get infectious again. So they will stay virally suppressed until they die of long age. And here below, I show you a very simple model, SIS, just to point out that for chlamydia, it's different. We have susceptible, we have infected, and infected, if they're diagnosed in 2 months, they take treatment and they clear the infection, and then they almost immediately become susceptible again. But these kind of epidemic models, as I told you before, they fill in box 1 in our bigger model. Thank you. Okay, so what about the second part of the model? The second part of the model expresses the satisfaction or the achievement of voluntary testing. And we sum this up in a function which we call utility function. And the utility function here, the utility of voluntary testing, is proportional with the voluntary testing rate. So the more you test, the more utility you get. Then it will also be proportional with the prevalence, which gives the probability that that you are infected and you find yourself positive, minus some
some costs that you have to pay for the process of doing this testing. And we assume that in time, individuals will adapt their behavior to make the best of voluntary testing. So they will test once, twice. Eventually, they will learn how to test more efficiently and to be happier with the result. Next. Eventually, they achieve a voluntary testing rate that maximizes this utility. Next, please. Okay, we have a formula. We have a formula for the utility. It's not really that important, but it's essentially what I told you before. It depends on the prevalence of disease and on the costs of testing. Next, please. Okay, so mathematically, if you look at the utility, it's a function that looks something like this. It has a maximum. This is the utility versus the voluntary testing rate. Next. It starts at 0, where there is no voluntary testing, and then eventually there is a maximum that corresponds to the best that individuals can make out of voluntary testing, and that maximum will be a result of our model, will be the voluntary testing frequency. So here I have some sample results. This panel on the left is voluntary testing frequency versus the additional cost of testing, and you see there are 3 regions in this graph. On the right, I have the reproduction number versus cost, and again there are three regions. So there are 2 boundaries in the cost. They are called C1 and C2, and it's quite interesting that C1 is negative. So in fact, it represents a benefit. The individuals at some point they have to perceive a benefit from voluntary testing, or else they will not test anymore. Next, please. Okay, so we worked out mathematical models for HIV, syphilis, chlamydia, gonorrhea, HCV. So in each case, we had a different compartmental model, but the part about the decision, the utility, was the same all the time. And we always obtain the same qualitative figures, and that C1 has to be less than 0. Okay, next, please. So let's look again at these figures. Can I have the next slide? Okay, so in figure 1, what happens in figure 1? The cost is very, I'm sorry, in region 1. In region 1, the cost is larger than this boundary C2, and people will simply not test because of the cost of testing. So there is the frequency of voluntary testing is 0. Then if the cost is between C1 and C2, then the frequency of voluntary testing increases steadily, and at the same time the reproduction number goes down. Next, please. Okay, so this is the region 2 in both cases. Next. And finally, if the cost is very low, I mean, in fact, if the cost is a benefit, and actually a benefit larger than this threshold, C1, then the individuals perceive a benefit every time they test,
So they end up testing frequently, and the epidemic can be eliminated. So we can reach this region 3, where R is less than 1. Next, please. Okay, so the individuals may get tested sufficiently frequent to eliminate the epidemic. However, once the epidemic is eliminated, they quit testing. So the pathogen can reinvade, and then they resume testing. They learn again about the pathogen and they resume testing. So what is very special about region 3 is that we don't have an epidemiological equilibrium. We don't have a behavior that we can associate to the individuals and that can keep the epidemiology constant. Next, please. Okay, so how does this work? Well, voluntary testing has been around for a while, but HIV tests, not so much. Just maybe 10 years ago, they started to spread all around the world, starting from the USA. Nowadays, you can buy HIV tests in pharmacies for about 15 or 25 euros. And this price may be considered prohibitive because a trip to the lab and back may not cost you that much. So it seems that the public health authority favors the individuals who want to go to the lab rather than the individuals who will buy the test from the pharmacy. And also, you have this program running for HIV, which is called Au Labo Sans Ordo, and allows people to get HIV testing. It's not without a prescription. So people just go to the lab and they say they want to take an HIV test, and they will be rendered service. So what happens is that the public health authority does acknowledge the need for voluntary testing and the fact that voluntary testing is an interesting strategy, but in fact does little to promote it. And there is no incentive or perceived benefit to test. In other circumstances, in trials particularly, there have been all sorts of incentive and benefits implemented for the people, and they worked with relative success. But what I'm trying to say is that for the general public, the authority does nothing. Next, please. Okay, so let's also look very quickly at some studies where voluntary testing worked very well. So these are test and treat trials. So essentially, you advertise the fact that you want to test everybody and treat everybody who is infected, and then you really have to get the people to participate. And one very interesting study is this INRS 12249 in South Africa. That was a very large trial. The epidemiologist offered a rapid HIV testing at home, and because of that, because of the privacy and anonymity of the diagnosis associated with the diagnosis, people found that very appealing,
and eventually nearly 90% learn about their HIV status like that. They accepted to participate, not everybody, but very many people participated in this study. And then second, there are other studies. In general, they are designed for smaller demographic subgroups. And these subgroups can be defined by social status, by geographical area, let's say islands, sexual behavior. They could belong to special categories. They can have a particular risk of infection. And trials have addressed these groups with variable success, but there have been cases where they have been incredibly successful. Next, please. So, for example, in HCV trials, participation and testing rate has been 99.5% in a prison. So they couldn't get everybody to participate, even in a prison, but they got a very high participation rate. 80% in a cohort of HIV-infected MSM, and 89% in an Egyptian village where the campaign was very well prepared. So it is possible to achieve testing, and the goodwill of people can be also employed in these studies, but the epidemiologists have to do more, and they usually do more than what they do for the general population. For general population, they don't do enough, and there is no in the case of HCV, for example, there is no national strategy to eliminate HIV. No country has a strategy like that. Even though on a small scale they have been very successful to detect and treat HCV successfully. Okay, next, please. Okay, so this is my conclusion. In trials, the public health authority is prepared to do more for the eligible population than for the general population. And if you want to know more about this study and how to think of decision making and epidemic spread all together, I recommend you this this paper that we just published with Amandine and Virginie. Thank you for your attention. Thank you very much. Merci beaucoup, Romolus. Super. Il y a Quentin qui a déjà levé la main. Alors, on arrive un peu à 15 heures, hein, donc on n'a pas trop le temps pour, pour la discussion, comme on a dit un peu tout à l'heure. Mais Quentin, vas-y. Deux petites cartes. Merci pour la présentation. Du coup, j'avais une question parce que des programmes de tests à la maison gratuits pour les IST, donc ça existe en Angleterre. C'est anecdotique ce que je veux dire, mais c'est très populaire en tout cas. Et du coup, je ne sais pas si tu avais vu s'il y avait éventuellement des données qui étaient possibles d'être récupérées dans ce contexte-là par rapport au nombre de personnes qui utilisent ce service, est-ce qu'on peut trouver un lien entre la transmission d'IST et l'utilisation de ce service, du coup, en Angleterre? Je ne suis pas au courant avec l'étude que tu... Est-ce que c'est une étude c'est pas une étude, en fait, c'est un service. C'est un service. Donc, comme tu as décrit celui en France, en fait, en Angleterre, ils ont un service où c'est en lien avec la NHS, donc avec le service de santé au Royaume-Uni. En fait, tu as juste un site, tu mets ton adresse et il t'envoie un colis et en fait, tu renvoies
un échantillon et du coup, après l'échantillon Oui, est ça, testé ça, pour c'est, HIV, hépatite, ouais. etc. Ça, c'est le dépistage volontaire avec Ouais, self-sampling ouais, c'est ça. kits. Ouais. Oui, oui, c'est en France, c'est pas encore au point, mais Santé publique France travaille sur le kit. Dépistage du Ouais, cancer. mais en fait, ma question, c'était juste, est-ce que ça tu à la sais... pharmacie française aussi. Ouais. Donc, en fait, ma question, c'est juste ça, c'était est-ce que tu sais si, du coup, en Angleterre, ils ont éventuellement fait des études en regardant l'impact de ce service que je sais que ça existe, mais je sais pas si ça a été évalué. Il y a des études dans la population MSM. Mais il n'y a pas des études sur la population générale. Ok. Mais les études, ils ont commencé, je pense que déjà en 2017, ils ont eu déjà plusieurs papiers qui étaient dédiés à l'acceptabilité du dépistage volontaire parmi les HSH. Les hommes qui ont de rapports sexuels avec les hommes. Ouais. J'ai peut-être une petite question si j'ai le droit, Judith, encore. Oui, tu as le droit. Bon, on a commencé un peu en retard, donc ouais, Romulus, merci, c'était très intéressant. J'aime bien ces modèles où tu couples le comportement et le côté épidémique comme ça. Comment est-ce que les résultats changent quand tu modifies l'hypothèse que tu fais sur la force de l'impact du testing sur l'épidémie? Parce que j'imagine qu'il y a une hypothèse, tu sais, pour le réinjecter dans le modèle SIS ou SIR, ça impacte, ouais. Nous, on fait l'hypothèse que le dépistage est parfait. Ah, on fait l'hypothèse qu'il est parfait. Alors, si on suppose qu'il n'est pas parfait, ça change quoi, du coup? Ça peut changer pas mal. Mais pour le moment, si on parle du dépistage du VIH, on est dans une situation plutôt spéciale parce que la qualité du dépistage est très bonne. C'est presque le même paramètre que le dépistage au laboratoire. Et les gens qui utilisent ce test, autotest, elles ne font pas trop de bêtises. Finalement, ils se débrouillent manipuler le test lui-même. Mais c'est vrai, si des autres autotests vont rentrer dans le marché, on peut avoir des gros soucis avec les gens qui n'utilisent pas bien les outils et après ils arrivent à trouver des choses qui sont fausses sur eux-mêmes et paniquer ou je ne sais pas quoi. Mais nous, on fait l'hypothèse, c'est que les instruments de dépistage il est parfait. Il est parfait et que du coup, quelqu'un qui connaît son résultat, alors ça a un impact, ça le fait soit guérir instantanément ou enfin comment quelqu'un qui connaît le résultat du dépistage, il n'y a ça c'est notre hypothèse bien sûr, il n'y a plus de décision à faire. Si le résultat est négatif, on ne fait rien. Si le résultat est positif, on prend le diagnostic, on prend ça au médecin, on se fait diagnostiquer, on commence le traitement tout de suite. Et le traitement, lui, il est supposé, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est l'hypothèse sur la force, sur l'efficacité du traitement, elle est aussi impactante, je pense, non? Le traitement, oui, honnêtement, notre projet à ce moment est simplifié. On manque beaucoup de paramètres qu'on peut avoir sur toutes les phases impliquées dans le modèle. Et Oui. ouais, on n'a pas étudié, par exemple, l'échec de traitement ou la sensitivité, spécificité du
du dépistage. Et je comprends. Je voulais juste savoir si vous aviez fait des analyses de sensibilité un peu, tu vois. Voilà. Oui, mais on a des hypothèses plutôt fortes. D'accord. Ouais. Bon, merci beaucoup. Il est 15h06 sur mon horloge, donc je crains qu'on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Romulus, Quentin et Léo, pour vos présentations. Laura, on se parle pour la suite? Oui, on échange par mail, je te tiens au courant. Ouais. Normalement, c'est fin février, hein, c'est un vendredi fin février, et donc voilà. Oui. Mais on va faire le point là-dessus. Super. Et ben, bon après-midi à tout le monde et bon week-end à suivre. Merci à vous aussi. Merci, au revoir.